André Valigny, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue au Talk Orange Le Figaro. Vous êtes sénateur socialiste et président du Conseil général de l'Isère et chargé de la justice et des institutions auprès de François Hollande. On va parler institutions, mais institutions sénatoriales. Le Sénat a adopté un nouveau règlement. Vous avez abaissé de 15 à 10 le nombre de sénateurs nécessaires pour former un groupe, ce qui va permettre aux Verts, EELV, d'avoir leur propre groupe. Est-ce que vous n'avez pas peur de donner à ce groupe écologiste un rôle d'arbitre, sachant que vous, au PS, vous n'auriez plus que 130 membres et que du coup l'UMP en aurait davantage avec 132 ? C'est un choix politique au sens noble du terme que nous avons fait avec le président Jean-Pierre Bel. Les écologistes sont un courant de pensée qui s'affirme chaque jour davantage, chaque année davantage. Ils sont 10 au Sénat. Nous avons pensé utile et opportun politiquement, je le répète, qu'ils puissent constituer un groupe parlementaire au Sénat. Et c'est un courant raisonnable ? Oui, c'est raisonnable parce que de toute façon, ils étaient apparentés au groupe socialiste. Sont-ils raisonnables ? Les Verts sont raisonnables. La plupart du temps, ils arrivent à être raisonnables quand on discute et ils ont des propositions parfois audacieuses, parfois qui bousculent un peu, mais ils sont là aussi pour ça. Je repense à l'accord que vous avez passé avec eux, par exemple, pour la présidentielle. Oui, dans cet accord, il y a des choses sur lesquelles nous sommes d'accord et puis il y a aussi des constats sur lesquels nous n'avons pas la même approche des problèmes. Donc je pense qu'il fallait leur donner la possibilité d'avoir un groupe. J'ajoute que, étant apparentés au groupe socialiste, ils avaient leur liberté de vote de toute façon. Donc on ne les contrôle pas, les Verts, chacun le sait. D'accord. On va parler un peu technique encore. Est-ce que vous êtes pour ou contre la fin du scrutin public qui, contrairement à ce que son nom l'indique, permet à un délégué de groupe de voter pour l'ensemble de son groupe, quel que soit le nombre des présents? C'est un sujet plus compliqué qu'il n'y paraît. On en a beaucoup parlé. Je rappelle, excusez-moi, je vous interromps, que vous le réclamiez, vous les socialistes, quand vous étiez dans l'opposition. Et là, bizarrement, vous êtes dans la majorité sénatoriale, vous avez l'air beaucoup moins chaud. Oui, parce que le sujet est assez compliqué. Ça peut paraître choquant qu'un sénateur puisse voter pour 10, 20, 30, 50 autres sénateurs qui ne sont pas là. À l'Assemblée nationale, tout ça est terminé depuis Philippe Séguin en 93. Mais on s'aperçoit que le système de l'Assemblée nationale n'est pas très satisfaisant non plus parce que les votes sont concentrés le mardi après la séance des questions ou le mercredi et il y a beaucoup de députés, des dizaines de députés, j'en ai fait partie, qui viennent voter sur des textes qu'ils ne connaissent pas vraiment parce que leur groupe leur a dit qu'il fallait être là à cette heure-là pour voter. J'ajoute que le scrutin public... Mais si vous n'êtes pas là, vous ne connaissez pas davantage le texte. C'est vrai, mais le scrutin public a cet avantage qu'il permet aux électeurs, aux grands électeurs, concernant le Sénat, de savoir ce que tel ou tel sénateur a voté. Parce qu'on a une liste de noms. Une liste nominative de tous les sénateurs qui ont voté ou qui n'ont pas voté le texte. Ce qui empêche certains parlementaires de se défausser en disant « je n'y étais pas » ou « si j'avais été là, je n'aurais pas voté comme ça ». Non, là, on sait qui était là et qui a voté. Donc, pour résumer votre position, vous êtes plutôt contre la fin du scrutin public. Il faut peut-être l'aménager, il faut surtout remédier à l'absentéisme des parlementaires en séance publique. J'ajoute d'ailleurs, et c'est une petite pique ironique à l'égard du sénateur qui a proposé la suppression du scrutin public, il a demandé un vote par scrutin public sur la suppression du scrutin public. Les choses sont assez compliquées. Michel Sapin a proposé de bloquer les loyers dans les zones où le marché est tendu, pour reprendre son expression. Benoît Apparu, qui est le secrétaire d'État au logement, lui a répondu. Je vous propose d'écouter cette réaction. Cette préconisation-là est totalement stupide. C'est pas réaliste parce que ça produira l'effet exactement inverse à celui souhaité. Alors, blocage des loyers, explosion du marché ? Non, je crois que M. Apparu, d'abord, est un peu désobligeant en disant que c'est une proposition stupide, on peut en discuter. C'est une proposition qui a le mérite d'être claire, d'être forte. Il y a des zones, notamment à Paris, dans les grandes villes, où les gens modestes, les étudiants aussi, ne peuvent plus se loger. La spéculation immobilière a atteint des sommets. Je crois qu'une mesure de blocage des loyers géographiquement limitée et limitée aussi dans le temps peut être utile. Alors pourquoi, dans ces conditions, les sénateurs socialistes se sont-ils opposés à une surtaxe pour la location des très petites surfaces à des prix exagérés? C'est une position qui a été mal comprise, je le concède, parce que Nicole Bricq et d'autres sénateurs socialistes ont eu raison, je pense, de considérer que cette mesure était gadget, qu'elle n'était pas suffisante, qu'elle était insuffisante. Donc, et qu'il fallait aller beaucoup plus loin. D'accord. Autre proposition d'un député UMP, cette fois Éric Diard, au moment où certains aéroports sont encore très bloqués par les mouvements des agents de sûreté. Faut-il ou non encadrer le droit de grève ? Il faut bien sûr respecter le droit de grève, qui est un droit constitutionnel. Il faut surtout relancer le dialogue social.
dans tous les secteurs de l'économie. Ça d'accord, mais c'est une réponse générale. Oui. Là, quand même, le droit de grève a été encadré dans le transport ferroviaire. Oui. Il ne semble pas que les syndicats s'en plaignent. Non. Ni les usagers. Je trouve que au ça contraire. va plutôt mieux d'ailleurs. Oui. Je pense qu'on peut faire la même chose dans le transport aérien. Donc si c'est déposé le 24 janvier comme il en est question, vous pourriez voter pour. Alors ça sera à l'Assemblée, je ne sais pas quand ça arrivera au Sénat. On verra ce qu'il y a dans le texte précisément, mais c'est vrai que le système instauré dans le transport ferroviaire donne plutôt satisfaction. Est-ce qu'il faudrait aller, ce que ne propose pas Éric Diard, jusqu'à instaurer un service minimum ? Dès qu'on parle de service minimum, on entend remise en cause du droit de grève. C'est une espèce de chiffon rouge qu'on agite devant les syndicats. Il faut éviter ce genre de formule un peu facile. Encore une fois, ça a été fait dans les transports ferroviaires, oui, mais et ça a bien fonctionné. employons une autre formule, d'autres termes, dialogue social, système d'alerte. Mais service minimum, ça veut dire que certains seront réquisitionnés, et ça, c'est évidemment contraire au droit de grève. Sur le fond, vous trouvez que cette grève est légitime par la date et par les revendications qu'elle porte ? Vous savez, les salariés ne font jamais grève par plaisir. Toute grève est légitime parce que lorsqu'on fait grève, on renonce. Toute grève est légitime. Toute grève est légitime lorsqu'il s'agit de se battre pour des conditions de travail, pour des salaires. Et je crois que les revendications sont tout à fait légitimes en l'occurrence. Et évidemment, cette grève tombe très mal parce qu'elle tombe en pleine vacances de Noël. Oui, mais enfin, ça ne doit rien au hasard. Ça ne doit rien au hasard. C'est justement parce que le dialogue social est totalement insuffisant, voire même inexistant, que les salariés sont contraints de faire grève au moment où ça gêne le plus les usagers, pour être entendu. Et c'est lamentable qu'on doive en arriver là. Hier, le député des Alpes-Maritimes, Éric Ciotti, était à votre place et il vous a posé en fait 2 questions en une. Nous allons demain en commission des lois examiner le texte sur l'exécution des peines, qui est un texte important, une loi de programmation. Est-ce que vous allez soutenir ce texte qui comprend des mesures extrêmement importantes pour l'harmonie et le fonctionnement de notre justice? Et est-ce que, dans le même temps, vous allez approuver la mise en œuvre du service citoyen que j'ai fait voter? C'est un texte de plus qui vient s'ajouter à d'autres textes qui ont été votés depuis 2002 et surtout depuis 2007. Il y a une inflation législative qui n'en finit pas, qui n'en finit plus. En matière pénale, ce n'est pas un texte de plus qui résoudra le problème de la justice. Le vrai problème de l'efficacité de la justice, c'est un problème de moyens budgétaires, de moyens humains. Il y a une justice en France qui est totalement déshéritée sur le plan financier, sur le plan budgétaire. Nous sommes à la traîne au niveau européen pour le budget consacré à la justice. Et ce n'est pas un texte de plus de M. Ciotti ou de quelqu'un d'autre qui résoudra le problème. Est-ce que vous pouvez dire ici que la justice figurera parmi les priorités de François Hollande, puisque Michel Sapin a prévenu que toutes les propositions de François Hollande ne pourraient pas être faites tout de suite. Alors la justice, tout de suite, est en priorité ? Je travaille beaucoup sur le programme de François Hollande concernant la justice et je sais bien sûr qu'il y a des contraintes budgétaires considérables. C'est la raison pour laquelle j'essaie de travailler sur un programme raisonnable, réaliste, de création de postes, limité et sur au moins 2 quinquennats, sur 2 législatures. D'accord. Combien de postes sur 2 législatures ? Il est trop tôt pour le dévoiler. Attendez un peu, en janvier vous saurez tout ça. Autre question, Dominique Strauss-Kahn, qui a tenu une conférence de presse hier à Pékin, fortement commentée, doit-il se taire pour ne pas gêner François Hollande ? Non, mais on ne peut forcer personne à se taire, pas plus Dominique Strauss-Kahn que quiconque. Si Dominique Strauss-Kahn veut donner des conférences sur l'économie, sur les finances au niveau international, il est libre bien sûr de le faire. Et il est sûrement très entendu, il a été beaucoup écouté à Pékin, je crois, où il est d'ailleurs très connu. J'ai appris ça hier soir. Il fait partie. Qu'il a fait entrer un Chinois il fait à la direction du FMI. Des personnalités européennes les plus connues en Chine. Cela dit, Dominique Strauss-Kahn est hors du champ politique maintenant, hors de la campagne présidentielle, mais libre à lui, bien sûr, de donner des conférences économiques ou monétaires. Et est-ce que faire éclater les affaires, c'est faire monter Marine Le Pen, comme le disent certains ? Personne ne fait éclater les affaires. En tout cas, je le souhaite. En fait, je pensais à Arnaud Montebourg. À défaut de les faire éclater, il les révèle, il les divulgue, même s'il pense que, s'agissant du Pas-de-Calais, c'est plutôt Martine Aubry qui a voulu laver la salle en famille. Il faut bien sûr... sur la place publique, parfois. Oui, il faut bien sûr que toutes les turpitudes qui peuvent être révélées ici ou là soient poursuivies et condamnées. Pour autant, la campagne électorale ne doit pas tourner autour des affaires. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Quand on a connaissance d'une affaire, il faut se taire le temps que l'élection se passe ? Il faut laisser la justice faire son travail. La justice était en train de faire son travail
avant même que le PS n'apprenne ce qui se serait passé au conditionnel dans le Pas-de-Calais. Attendons de savoir ce qui s'est vraiment passé. Peut-être rien, peut-être des choses qu'il faudra condamner, mais ne tournons pas, nous les socialistes, autour des affaires. Personne ne le souhaite. Les Français savent qu'il y a 99% des élus qui sont honnêtes, au PS comme ailleurs d'ailleurs, et parce qu'il y a une affaire ici ou là, on jette l'opprobre sur l'ensemble de la classe politique. Cela fait évidemment le jeu de Marine Le Pen. André Valigny, je vous remercie. Merci. Bonsoir et à demain pour un nouveau Talk Orange Le Figaro.